La RATP ne confirme ni ne dément ces récits, mais l'entreprise admet que le réseau regorge de secrets effrayants. Dans le cœur de Paris médiéval, la rue des Marmousets, aujourd'hui disparue, était autrefois une ruelle sombre et étroite près de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. C'est là que s'est déroulée une des histoires les plus effrayantes et troublantes de la capitale. Ce lieu, autrefois animé par les artisans et les commerçants, est devenu célèbre pour une légende sanglante qui mêle vengeance, horreur et superstition. L'histoire remonte au VIe siècle, à une époque où Paris était en proie à des rumeurs d'alliances démoniaques et de sorcellerie. Dans cette rue vivait un boucher, connu pour sa viande tendre et juteuse, et son voisin, un pâtissier renommé pour ses tourtes et ses feuilletés. Les deux hommes semblaient mener une vie tranquille, et leur commerce prospérait grâce à une clientèle fidèle. Pourtant, une série de disparitions inquiétantes dans le quartier attira l'attention des habitants. Tout commence avec un apprenti boulanger, un jeune garçon connu pour ses courses entre les différentes boutiques du quartier. Un soir, il disparut mystérieusement alors qu'il devait livrer une commande à la rue des Marmousets. Ses parents, inquiets, alertèrent les autorités, mais malgré les recherches, le garçon ne fut jamais retrouvé. Peu après, d'autres disparitions suivirent, et toutes semblaient liées à cette même rue. Selon la légende, les disparitions étaient le fait d'un sinistre duo, le boucher et le pâtissier. Le boucher, sous couvert de son commerce, attirait des passants isolés dans son échoppe. Là, il les assassinait sauvagement, souvent à l'aide de son couteau de découpe. Les corps étaient ensuite démembrés, et les morceaux de viande humaine étaient discrètement transmis au pâtissier voisin. Ce dernier, dans un acte de complicité morbide, incorporait cette chair dans ses pâtés et tourtes, qui devinrent rapidement les mets les plus prisés de tout Paris. Les habitants, ignorant la vérité, continuaient de vanter la qualité exceptionnelle de ces pâtés. La clientèle affluait, et le pâtissier connut un succès sans précédent. Mais un jour, leur terrible secret fut révélé grâce à un chien. Ce chien appartenait à une des victimes, un étudiant étranger logeant à proximité. Après la disparition de son maître, l'animal resta dans la rue, aboyant frénétiquement devant la boutique du boucher. Intrigués par l'attitude du chien, des voisins alertèrent les autorités. Lors de l'enquête, les policiers firent une découverte macabre dans l'arrière-boutique du boucher. Des restes humains étaient entreposés dans des tonneaux, prêts à être transformés. Dans les caves du pâtissier, ils trouvèrent des outils de cuisine maculés de sang et des tourtes en préparation contenant des morceaux de chair humaine. La révélation de cette horreur provoqua un choc énorme dans tout Paris. Les deux hommes furent arrêtés, jugés et condamnés à une mort particulièrement brutale pour leur crime. Le boucher fut écartelé sur la place publique, et le pâtissier, brûlé vif dans son propre four. Leurs maisons furent détruites, et la rue des Marmousets devint un lieu maudit, évité par les habitants pendant des générations. Aujourd'hui, il ne reste rien de cette rue, absorbée par les transformations de Paris au fil des siècles. Mais l'histoire de la rue des Marmousets perdure comme un avertissement contre les ténèbres qui peuvent se cacher derrière les façades les plus ordinaires. Certains disent que, les nuits froides d'hiver, on peut encore entendre des aboiements fantomatiques à proximité des lieux où la rue se trouvait autrefois. Et d'autres prétendent que si vous goûtez un pâté à Paris et qu'il a un goût étrange, il vaut mieux ne pas poser de questions sur ses ingrédients. Alors, la prochaine fois que vous flânez dans les ruelles du vieux Paris, souvenez-vous de cette histoire. Car derrière chaque pierre, chaque recoin, se cache peut-être une vérité plus sombre qu'on ne l'imagine. Dans le 5e arrondissement de Paris, une rue paisible cache un secret bien sombre. La rue de Bièvre, nommée en hommage à la rivière aujourd'hui souterraine qui l'a traversée autrefois, est connue pour son histoire pittoresque et ses bâtiments historiques. Pourtant, au numéro 1 bis, une étrange malédiction aurait marqué les lieux, frappant plusieurs générations de résidents de tragédies inexpliquées. Tout commence au début du VIe siècle, lorsqu'une riche famille s'installe dans cette demeure cossue. Peu de temps après leur emménagement, des phénomènes étranges commencent à se produire, des bruits de pas résonnent la nuit dans les couloirs vides, des meubles changent de place, et des objets disparaissent pour réapparaître dans des endroits improbables. La famille, d'abord sceptique, pense à des actes de malveillance ou des plaisanteries.
Mais les événements prennent une tournure plus sinistre lorsqu'un des enfants est retrouvé sans vie dans sa chambre, sans cause apparente. Ce décès inexplicable marque le début de ce que les voisins appellent bientôt la malédiction du 1 bis. Au fil des années, les propriétaires se succèdent, mais le malheur semble s'accrocher à la maison. Dans les années 1850, un marchand prospère acquiert la propriété, espérant y trouver le calme après une vie d'effort. Mais à peine installé, il est frappé par une série de catastrophes, ses affaires périclitent, il contracte une mystérieuse maladie, et son épouse le quitte en emportant leurs enfants. Désemparé, il met fin à ses jours dans la cave, renforçant la sinistre réputation du lieu. Les habitants du quartier commencent à murmurer que la maison est maudite. Certains disent que la bâtisse a été construite sur un ancien lieu d'exécution pendant le Moyen Âge, où des condamnés auraient maudit la terre avant leur mort. D'autres évoquent un pacte démoniaque signé par un des premiers propriétaires pour acquérir sa fortune. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est l'histoire d'une femme, une sorcière selon certains, qui aurait été brûlée vive non loin de là. Son esprit, assoiffé de vengeance, entrait la maison, semant le chaos et la destruction. Le XX siècle ne fait qu'ajouter au mystère. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la maison est réquisitionnée par un officier allemand, qui meurt subitement dans des circonstances suspectes. Après la guerre, la propriété reste abandonnée pendant plusieurs décennies, car personne ne souhaite y vivre malgré son emplacement privilégié. Ceux qui osent entrer parlent de sensations oppressantes, de bruits étranges et d'un froid inexplicable, même en plein été. Dans les années 1970, un couple d'artistes achète la maison, attiré par son charme désuet et son prix étonnamment bas. Ignorant les mises en garde des anciens voisins, ils s'installent avec enthousiasme. Mais très vite, des incidents perturbent leur quotidien. La femme affirme voir une silhouette sombre dans les miroirs, tandis que l'homme se réveille souvent avec des marques de griffures sur les bras, sans se souvenir d'aucun rêve agité. Leur chien refuse d'entrer dans certaines pièces, grognant devant des coins vides de la maison. Après plusieurs mois, le couple quitte précipitamment les lieux, laissant derrière eux leurs affaires. Aujourd'hui, le 1 bis rue de Bièvre est de nouveau habité, mais ses occupants restent discrets. Les guides touristiques évitent de mentionner son histoire, mais les amateurs de paranormal continuent de s'y intéresser. Certains prétendent avoir aperçu des ombres à ses fenêtres alors que la maison était censée être vide. D'autres racontent que, parfois, un murmure inaudible semble émaner des murs, comme si les secrets du passé tentaient de refaire surface. Si vous passez un jour devant cette adresse, prenez un moment pour observer la façade. Derrière ces murs se cachent peut-être plus que de simples souvenirs. Et si vous êtes tenté d'y entrer, souvenez-vous que le 1 bis rue de Bièvre ne pardonne pas. L'histoire remonte au XIe siècle, une époque où Paris était déjà une ville trépidante mais sombre, pleine de ruelles étroites et de secrets bien gardés. L'île de la Cité, cœur historique de la ville, abritait non seulement des bâtiments majestueux comme Notre-Dame, mais aussi des artisans et commerçants qui animaient ses rues. Parmi eux, un barbier réputé pour ses services rapides et ses tarifs abordables accueillait chaque jour des clients venus de toute la ville. Ce que personne ne soupçonnait, c'était que franchir la porte de sa boutique pouvait être la dernière décision de leur vie. La boutique du barbier était modeste mais toujours bondée. Les hommes s'installaient dans son fauteuil en cuir, confiants, tandis qu'il aiguisait son rasoir avec expertise. Certains échangeaient quelques mots, d'autres restaient silencieux. Mais ce que la plupart ignoraient, c'était que sous le fauteuil se trouvait une trappe soigneusement dissimulée. Dès que le client était bien installé, le barbier agissait rapidement. D'un geste expert, il tranchait la gorge de sa victime, laissant à peine le temps à celle-ci de réagir. Le sang coulait sur le sol de pierre, avant que le corps ne disparaisse par la trappe. Cette trappe menait directement au sous-sol de la pâtisserie voisine. Car oui, le barbier n'agissait pas seul, il était complice d'un pâtissier dont les tartes et les pâtés étaient parmi les plus prisés de l'île de la Cité. Le pâtissier, un homme robuste et toujours souriant, récupérait les corps et les transformait en matière première pour ses fameuses créations culinaires. La chair humaine, mêlée à des épices et des herbes, devenait des mets délicats qui faisaient la joie des Parisiens. Personne ne se doutait que ces délices sortaient tout droit d'un véritable cauchemar. Ce macabre duo opérait depuis des années, dans un silence absolu.
Les disparitions n'étaient pas rares à Paris à cette époque, et l'absence de certaines personnes passait souvent inaperçue. Mais ce qui a conduit à leur chute, c'est l'instinct d'un chien. Un jour, un homme bien habillé, en route pour se faire raser, n'est jamais rentré chez lui. Son chien, fidèle et tenace, a commencé à errer dans les rues, aboyant furieusement devant la boutique du barbier. Sa persistance a fini par alerter les habitants. Les voisins, intrigués par les aboiements incessants, se sont regroupés pour enquêter. Quand les autorités ont été alertées et ont pénétré dans la boutique, ce qu'elles ont découvert a glacé le sang de tout le quartier. Les sous-sols révélaient un charnier, avec des restes humains mêlés à des ustensiles de cuisine. Les preuves étaient accablantes, et les 2 hommes furent immédiatement arrêtés. Le procès qui suivit fut l'un des plus scandaleux de l'époque. Les récits des témoins et des voisins ont révélé l'ampleur des horreurs commises par le barbier et le pâtissier. La population parisienne, horrifiée, s'est rassemblée en masse pour assister à leur exécution publique. Le duo fut condamné à être pendu, et leurs corps exposés pour dissuader quiconque de commettre des crimes aussi atroces. Depuis, cette histoire a marqué l'imaginaire collectif. Certains disent que les fantômes du barbier et du pâtissier hantent encore les rues de l'île de la Cité. D'autres racontent que les âmes des victimes rôdent dans les souterrains, cherchant à se venger. Une chose est sûre, la façade banale de la boutique du barbier cachait l'un des récits les plus sinistres de l'histoire de Paris. Une histoire qui, même aujourd'hui, donne des frissons à ceux qui l'entendent. Dans les ruelles sinueuses du Père-Lachaise, l'un des cimetières les plus célèbres du monde, le silence règne. Pourtant, ceux qui s'y aventurent au crépuscule vous diront qu'il y a plus que de simples tombes et statues de marbre dans cet immense sanctuaire de repos. Depuis des décennies, les visiteurs et gardiens rapportent des phénomènes étranges, des visions inexplicables et des présences spectrales. Parmi toutes les histoires associées à ce lieu, certaines sont particulièrement troublantes. Une des figures les plus célèbres à hanter les allées du Père-Lachaise serait celle d'un homme en redingote noire, souvent aperçu près de la tombe de Frédéric Chopin. Ceux qui l'ont croisé racontent qu'il semble errer, le regard mélancolique, comme s'il cherchait quelque chose qu'il n'a jamais trouvé de son vivant. Les témoins affirment que lorsqu'il s'approche, l'homme disparaît soudainement, laissant derrière lui un étrange parfum de rose fanée. Mais l'apparition la plus célèbre reste celle de la Dame en blanc. Les récits à son sujet varient, mais tous s'accordent sur un point, elle est vêtue d'une robe blanche d'une époque révolue, probablement du VIe siècle. Elle aurait été vue pour la première fois dans les années 1920, toujours dans les mêmes circonstances. Des couples qui se promenaient dans les allées du cimetière après la tombée de la nuit rapportèrent avoir croisé une femme pleurant doucement devant une tombe anonyme. Quand ils tentaient de s'approcher pour lui offrir leur aide, elle relevait la tête, dévoilant un visage pâle et sans expression, avant de disparaître dans un souffle glacial. Les légendes disent que cette dame en blanc serait l'esprit d'une femme morte tragiquement après avoir été abandonnée par son fiancé. Elle aurait erré dans le cimetière de son vivant, cherchant la tombe de celui qu'elle aimait, avant de sombrer dans la folie. On raconte qu'elle continue de chercher, même après sa mort, hantant le Père-Lachaise à jamais. D'autres esprits, moins solitaires, sont également évoqués. Il y a des histoires de murmures dans le vent, des voix qui semblent réciter des poèmes ou des chansons en langues anciennes. Certaines personnes jurent avoir entendu des notes de musique provenant de la tombe de Jim Morrison, le célèbre chanteur des Doors, surtout les nuits d'anniversaire de sa mort. Ces sons, qu'aucune source rationnelle ne peut expliquer, attirent encore aujourd'hui les fans de rock qui espèrent capter un dernier écho de leur idole. Les gardiens du cimetière, qui connaissent les lieux mieux que quiconque, ne sont pas épargnés par ces récits. Beaucoup d'entre eux refusent de patrouiller certaines parties du cimetière après le coucher du soleil, notamment près des tombes les plus anciennes. Plusieurs d'entre eux affirment avoir vu des ombres bouger entre les pierres tombales ou des lumières vaciller comme des chandelles invisibles. Certains ont même quitté leur poste après des expériences traumatisantes, incapables de continuer à travailler dans un endroit qu'ils considèrent comme hanté. Il existe aussi une rumeur tenace selon laquelle une mystérieuse silhouette rôderait dans le cimetière avec un objectif précis, protéger certaines tombes. Cette figure, surnommée le gardien, aurait été vue chassant des vandales ou des visiteurs irrespectueux. Les témoins racontent qu'elle surgit brusquement, imposante et silencieuse, et fixe les intrus de son regard perçant jusqu'à ce qu'ils s'enfuient.
Ce qui rend cette légende encore plus intrigante, c'est que personne ne sait qui pourrait être ce gardien ou pourquoi il veille sur ces tombes en particulier. En dépit de ces histoires, le Père-Lachaise reste un lieu prisé des promeneurs et des touristes. Beaucoup viennent pour admirer l'architecture des tombes ou rendre hommage aux nombreuses célébrités qui y reposent. Mais pour ceux qui osent s'attarder lorsque la nuit tombe, le cimetière prend une autre dimension. Les statues semblent bouger dans l'ombre, les arbres s'agitent sans vent, et un sentiment d'être observé devient presque palpable. Alors, si vous décidez de visiter le Père-Lachaise, faites-le avec respect. Car au-delà des pierres et des monuments, ce lieu abrite peut-être des âmes qui n'ont pas encore trouvé le repos. Et qui sait? Peut-être croiserez-vous la dame en blanc ou entendrez-vous une mélodie fantomatique s'élever dans l'air. Une chose est sûre, chaque pierre du Père-Lachaise porte une histoire, et certaines de ces histoires ne s'arrêtent pas avec la mort. Sous les rues animées de Paris se cache un monde souterrain fascinant et effrayant, les catacombes. Ce réseau de tunnels et de galeries s'étend sur près de 300 km, abritant les restes de plus de 6 millions de Parisiens. Ce lieu, à la fois macabre et captivant, est l'un des plus grands ossuaires du monde. Mais au-delà de l'attrait touristique des parties accessibles, les profondeurs inexplorées des catacombes sont le théâtre de récits étranges et de mystères non résolus. Les catacombes datent du XVIIIe siècle, lorsqu'un grave problème de surpopulation dans les cimetières parisiens poussa les autorités à trouver une solution. Les ossements furent exhumés et transférés dans d'anciennes carrières abandonnées sous la ville. Ce transfert, qui dura plusieurs années, donna naissance à cet immense ossuaire. Mais dès le début, des phénomènes troublants furent rapportés. Les ouvriers chargés du transport racontèrent avoir entendu des murmures dans les tunnels, comme si les âmes des défunts protestaient contre leur déplacement. Aujourd'hui, la partie ouverte au public ne représente qu'une infime portion des catacombes. Le reste du réseau est interdit d'accès, mais cela n'a pas empêché les aventuriers clandestins, surnommés cataphiles, d'explorer ces zones interdites. Ces explorateurs amateurs rapportent souvent des expériences mystérieuses. Certains parlent de bruits inexplicables, comme des chuchotements ou des pas dans les galeries désertes. D'autres évoquent des visions étranges, des ombres qui semblent bouger à la limite de leur champ de vision. Une des histoires les plus effrayantes est celle d'un explorateur anonyme, connu uniquement sous le nom de Philippe. En 1990, Philippe aurait pénétré profondément dans les catacombes, armé d'une caméra pour documenter son expédition. Ce qui rend son histoire terrifiante, c'est la cassette retrouvée des années plus tard. Les images montrent Philippe marchant dans les tunnels sombres, semblant de plus en plus désorienté. À mesure que la vidéo avance, on l'entend murmurer qu'il est suivi. La caméra finit par tomber brusquement au sol, laissant entrevoir des ombres mouvantes avant que l'enregistrement ne s'arrête. Philippe n'a jamais été retrouvé, et la cassette reste une énigme. Les légendes ne manquent pas concernant les profondeurs des catacombes. Certains affirment qu'elles abritent des cultes occultes qui y pratiqueraient des rituels. Des traces de cérémonies ont été découvertes, notamment des cercles dessinés à la craie et des bougies abandonnées. Les plus téméraires prétendent avoir entendu des chants étranges résonnant dans les galeries, bien qu'aucun groupe de personnes n'ait été trouvé à proximité. D'autres récits évoquent une mystérieuse créature qui entrait les lieux. Les cataphiles parlent d'un être humanoïde, mais non identifiable, vu de loin dans les parties les plus reculées. Surnommée la chose, cette apparition serait associée à un sentiment intense de panique et de danger. Les témoignages varient, mais tous concordent sur une chose: quiconque aperçoit la chose ne revient jamais dans les catacombes. Le mythe le plus ancien concerne le portail des morts, une zone interdite supposée située au centre du réseau. On dit que ce portail, gardé par des signes gravés sur la pierre, serait un passage vers un monde spirituel. Les rares mentions de cet endroit viennent de journaux d'explorateurs du XVIe siècle, et les cartes modernes ne le localisent pas. Malgré ces récits inquiétants, les catacombes attirent toujours des curieux. La fascination pour cet endroit tient autant à son histoire qu'au mystère qu'il recèle. Pour certains, c'est une opportunité d'affronter leur peur, de s'immerger dans un lieu où la mort semble presque palpable. Pour d'autres, c'est un sanctuaire d'histoire, où le passé de Paris murmure encore à travers les ossements. Si vous vous aventurez un jour dans les catacombes, même dans la partie légale, un conseil: respectez le silence et l'atmosphère du lieu. Car dans ces galeries,
il est difficile de savoir si vous êtes réellement seul. Et n'oubliez pas, sous Paris, l'ombre des vivants côtoie encore celle des morts. Dans les entrailles de Paris, loin sous ses rues animées, s'étend un vaste réseau de tunnels et de canalisations, connu sous le nom d'égout de Paris. Ce labyrinthe souterrain a alimenté des légendes urbaines pendant des décennies, mais l'histoire du crocodile des égouts est peut-être la plus troublante. Ce n'est pas une simple rumeur ou un mythe, c'est un événement bien réel, qui a marqué l'imaginaire collectif parisien. Tout commence en mars 1984, lorsque des ouvriers municipaux, travaillant sur une canalisation près du Pont Neuf, découvrent quelque chose d'étrange dans une conduite. En s'approchant, ils aperçoivent une paire d'yeux jaunes scintillant dans l'obscurité. D'abord incrédules, ils pensent qu'il s'agit d'un simple jeu de lumière ou d'un rat particulièrement gros. Mais en braquant leur lampe torchée, ils réalisent qu'ils font face à une créature qu'ils n'auraient jamais imaginé trouver sous Paris, un crocodile. Le reptile, un crocodile d'une île mesurant environ 1 mètre, se tenait immobile, observant ses visiteurs avec une attitude presque menaçante. Les ouvriers, paniqués, alertèrent immédiatement les autorités, qui mirent plusieurs heures à capturer l'animal. Le crocodile fut transporté dans un centre spécialisé avant d'être confié à une réserve en région Aquitaine. L'incident fit les gros titres des journaux, et la question brûlait sur toutes les lèvres: comment un crocodile avait-il pu se retrouver dans les égouts de Paris? Les hypothèses abondèrent. Certains avancèrent qu'il s'agissait d'un animal de compagnie abandonné par son propriétaire, une pratique malheureusement courante à l'époque. Les crocodiles, souvent achetés jeunes et petits, deviennent vite ingérables lorsqu'ils grandissent. D'autres suggérèrent que le reptile s'était échappé d'un zoo ou d'un cirque, bien qu'aucune disparition de ce genre n'ait été signalée. Une théorie plus étrange, mais populaire, évoquait une colonie de crocodiles vivant secrètement dans les profondeurs des égouts, se nourrissant de rats et de déchets. Les sceptiques rejetèrent cette idée, mais elle continua à alimenter l'imagination des Parisiens. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est la façon dont elle a fusionné avec d'autres légendes urbaines liées aux égouts. Depuis des décennies, des rumeurs circulent sur des créatures inhabituelles vivant sous Paris, des serpents géants aux poissons mutants. L'idée que des crocodiles puissent rôder sous les pieds des habitants est devenue un sujet de fascination et de crainte. Des récits non vérifiés parlent d'ouvriers qui auraient vu d'autres crocodiles ou de silhouettes reptiliennes disparaissant rapidement dans l'eau trouble. Certains écrivains et cinéastes se sont emparés de l'histoire pour l'amplifier, en imaginant des égouts grouillants de reptiles géants, héritiers de décennies d'adaptation dans un environnement hostile. Ces versions fictives ont encore renforcé l'aura mystérieuse du crocodile des égouts, brouillant la frontière entre réalité et légende. En réalité, le crocodile capturé en 1984 était en bonne santé, bien que légèrement amaigri, ce qui laisse penser qu'il avait survécu pendant un certain temps dans les égouts. Mais combien de temps exactement? Et était-il seul? Ces questions restent sans réponse, et chaque découverte étrange dans les sous-sols de Paris continue d'alimenter les spéculations. Aujourd'hui, le crocodile capturé vit paisiblement dans un parc animalier, loin des canalisations sombres et humides où il avait élu domicile. Pourtant, l'histoire continue d'être racontée, souvent embellie, dans les cafés parisiens ou lors de visites guidées insolites. Certains disent que si vous descendez dans les égouts un soir calme et écoutez attentivement, vous pourriez entendre un léger clapotis, comme si une créature glissait dans l'eau. Ce n'est probablement qu'un rat ou une simple goutte tombant dans une flaque. Mais, qui sait? Peut-être que le crocodile des égouts de Paris n'était pas le dernier de son espèce. Alors, si vous passez près du Pont Neuf et que l'idée d'un crocodile sous vos pieds vous traverse l'esprit, rappelez-vous que parfois, même les légendes les plus improbables ont une part de vérité. Dans une petite rue du 3 arrondissement de Paris se trouve un bâtiment qui attire les curieux du monde entier, la maison de Nicolas Flamel. Construite en 1407, elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus anciennes maisons de la ville. Mais derrière son charme médiéval se cache une aura de mystère et de légende, en grande partie liée à la figure de Nicolas Flamel, célèbre alchimiste et écrivain public du XIe siècle. Nicolas Flamel, bien que connu pour son apparente richesse et sa générosité, est surtout célèbre pour son association avec la quête de la pierre philosophale, cet artefact légendaire censé transformer les métaux en or et offrir l'immortalité.
Selon la légende, Flamel aurait réussi à découvrir ce secret alchimique grâce à un livre mystérieux, le livre d'Abraham le Juif, qu'il aurait décrypté avec l'aide d'un rabbin. La maison de Flamel, bien qu'elle servît principalement à héberger les pauvres, est au centre de nombreuses rumeurs depuis des siècles. On raconte que des expériences secrètes y furent menées dans ses sous-sols, où Flamel aurait tenté de perfectionner ses connaissances en alchimie. Des témoins de l'époque affirment avoir vu des lueurs étranges émaner des fenêtres tard dans la nuit, accompagnées de bruits métalliques et de murmures incompréhensibles. Après la mort de Flamel en 1418, les légendes prirent une ampleur encore plus grande. Bien que ses biens aient été distribués aux pauvres, ses contemporains furent frappés par l'absence de son corps dans son tombeau. Certains croyaient que Flamel avait effectivement découvert le secret de l'immortalité et qu'il vivait désormais dans l'ombre, continuant ses recherches. La maison devint rapidement un lieu de fascination et de peur. Au XVIIe siècle, un groupe d'alchimistes clandestins loua la maison dans l'espoir de reproduire les travaux de Flamel. Ils fouillèrent les murs et les sous-sols à la recherche de traces de ces expériences, mais ce qu'ils découvrirent renforça encore davantage le mystère, un réseau de passages secrets, des inscriptions ésotériques et des symboles alchimiques gravés dans la pierre. L'un des membres du groupe, un certain Jacques Vernier, rapporta avoir vu une silhouette vêtue d'une robe sombre traverser les escaliers alors qu'il explorait les lieux. Ses camarades le trouvèrent plus tard dans un état de choc, incapable de parler de ce qu'il avait vu. Les habitants successifs de la maison rapportèrent des phénomènes étranges. Certains prétendirent entendre des bruits de pas venant des étages supérieurs, alors qu'ils vivaient seuls. D'autres virent des ombres furtives passer devant les fenêtres ou sentirent une odeur de soufre inexplicable. Ces récits, bien que variés, contribuèrent à entretenir l'idée que l'esprit de Nicolas Flamel ou une énergie alchimique continuait de hanter les lieux. Un récit particulièrement troublant date des années 1920, lorsqu'un écrivain, fasciné par l'histoire de Flamel, loua la maison pour y trouver l'inspiration. Une nuit, alors qu'il écrivait, il vit une lumière dorée envahir la pièce, suivie d'un bruit sourd dans les murs. Intrigué, il suivit cette lumière jusque dans les sous-sols, où il trouva une porte scellée par un symbole alchimique. Lorsqu'il tenta de l'ouvrir, il fut frappé par une sensation de brûlure intense, et la lumière disparut instantanément. L'écrivain quitta la maison le lendemain, jurant de ne jamais y remettre les pieds. Aujourd'hui, la maison de Nicolas Flamel est devenue un restaurant, mais son aura mystérieuse persiste. Les visiteurs qui s'y rendent parlent encore de sensations étranges, des frissons inexpliqués, une impression d'être observé, ou même des murmures venant des murs. Les guides locaux aiment rappeler aux touristes qu'au-delà de son aspect pittoresque, la maison porte l'héritage d'un des plus grands mystères de Paris. Si vous décidez de visiter cet endroit, prenez un moment pour observer les gravures sur la façade. Ces inscriptions, qui demandent aux passants de prier pour les âmes des pauvres, sont peut-être plus qu'une simple décoration. Elles pourraient être une clé, un avertissement, ou un message caché, laissé par un homme qui a traversé les siècles dans l'ombre du mythe. La bibliothèque Forney, nichée dans l'hôtel de Sens, un magnifique bâtiment médiéval du 4 arrondissement de Paris, est un lieu de culture et de sérénité. Mais derrière ces façades gothiques et ces salles remplies de livres, une légende effrayante persiste, celle du fantôme d'une jeune femme qui entrait ces couloirs silencieux. L'histoire remonte au XVI siècle, bien avant que le bâtiment ne devienne une bibliothèque. À cette époque, l'hôtel de Sens était une résidence aristocratique. Parmi ses résidents, une jeune femme nommée Élisabeth de Croisy y aurait vécu. Élisabeth, issue d'une famille influente, était promise à un mariage arrangé avec un noble qu'elle n'aimait pas. Mais la jeune femme, éprise d'un musicien modeste, tenta de résister à son destin. Sa famille, furieuse de cette désobéissance, enferma Élisabeth dans une chambre de l'hôtel de Sens, espérant briser sa volonté. Pendant des semaines, elle fut privée de toute communication avec le monde extérieur. Ses appels et ses prières furent ignorés. Dévastée par cette réclusion et la perte de son amour, Élisabeth fut retrouvée pendue dans sa chambre, laissant derrière elle une lettre adressée à son amant. Dans celle-ci, elle jurait qu'elle reviendrait pour hanter ceux qui l'avaient empêchée de vivre librement. Peu après sa mort, des serviteurs et des visiteurs rapportèrent des phénomènes étranges dans l'hôtel de Sens. On entendait des sanglots,
des murmures désespérés et parfois même des pas précipités dans les escaliers. Certains racontaient avoir vu une silhouette féminine vêtue de blanc apparaître brièvement aux fenêtres, particulièrement les nuits de pleine lune. La pièce où Élisabeth avait mis fin à ses jours fut évitée pendant des années, considérée comme maudite. Lorsque l'hôtel de Sens fut transformé en bibliothèque au VIe siècle, les phénomènes ne cessèrent pas. Les premiers employés de la bibliothèque affirmèrent entendre des bruits inexpliqués, comme des livres tombant sans raison ou des étagères semblant vibrer légèrement. Une bibliothécaire rapporta un incident particulièrement troublant, alors qu'elle rangeait des ouvrages tard dans la soirée, elle sentit une main froide toucher son épaule. En se retournant, elle ne vit personne, mais une pile de livres s'écroula derrière elle sans explication. Les visiteurs eux-mêmes ne sont pas à l'abri de ces manifestations. Plusieurs ont affirmé avoir vu une femme aux traits pâles déambuler silencieusement entre les rayonnages, son regard perdu dans le vide. D'autres disent avoir ressenti une présence étrange en parcourant les salles, comme si quelqu'un les observait depuis les hauteurs de la bibliothèque. Une légende populaire raconte que si vous laissez un livre ouvert en quittant les lieux, vous pourriez revenir pour le trouver refermé, comme si une main invisible l'avait fait. Un des récits les plus célèbres date des années 1970, lorsqu'un étudiant, passionné par l'histoire du bâtiment, s'installa dans une salle pour travailler seul tard dans la nuit. Il raconta qu'au bout de quelques heures, il sentit une tension inhabituelle dans l'air. Levant les yeux, il vit une femme vêtue d'une robe ancienne marcher lentement entre les tables. Pensant qu'il s'agissait d'une employée costumée pour une animation historique, il tenta de l'interpeller. Mais elle passa près de lui sans répondre, son visage exprimant une profonde tristesse, avant de disparaître dans un coin sombre de la salle. Aujourd'hui, la bibliothèque Forney est un lieu prisé des chercheurs et des amateurs d'art. Mais son ambiance particulière continue de fasciner et d'effrayer. Les bibliothécaires, bien que habitués à ces récits, parlent parfois à voix basse de la « Dame des livres », ce surnom donné à l'esprit supposé d'Élisabeth. Certains disent que son apparition est un signe, elle viendrait avertir ceux qui traversent des périodes de tourments ou de dilemmes, leur rappelant sa propre tragédie. Si vous visitez un jour la bibliothèque Forney, prenez le temps de contempler son architecture, son histoire, mais aussi son mystère. Et si, en tournant une page ou en traversant un couloir, vous sentez un courant d'air glacé ou un murmure à peine audible, ne paniquez pas. Peut-être qu'Élisabeth veille encore sur ces lieux, cherchant une paix qu'elle n'a jamais trouvée de son vivant. Paris regorge de petites rues anciennes qui semblent hors du temps, et la rue des Chantres, située sur l'île de la Cité, en est l'un des exemples les plus saisissants. Avec ses pavés usés et ses immeubles qui semblent se pencher les uns vers les autres, cette rue a un charme indéniable le jour. Mais à la nuit tombée, elle change complètement d'atmosphère. Selon la légende, un fantôme y apparaît régulièrement, semant la peur chez ceux qui osent y passer après le crépuscule. L'histoire commence en 1387, en plein cœur du Moyen Âge. À cette époque, la rue des Chantres abritait de nombreux membres du clergé de la cathédrale Notre-Dame. Parmi eux, un jeune choriste nommé Étienne, réputé pour sa voix exceptionnelle. Étienne était aimé de tous pour son talent et sa modestie. Mais il était également en proie à une profonde mélancolie, causée par un amour interdit pour une jeune femme de la bourgeoisie parisienne. Leur amour secret ne put rester caché bien longtemps. Lorsqu'un riche noble, également amoureux de la jeune femme, découvrit leur liaison, il jura de se venger. Une nuit d'hiver, alors qu'Étienne quittait discrètement la maison de son amante, il fut surpris par des hommes armés. Ils l'attaquèrent sauvagement, le laissant pour mort au milieu de la rue des Chantres. Ce fut une domestique, sortant au petit matin pour jeter des ordures, qui découvrit son corps glacé, baignant dans une flaque de sang. Le noble, protégé par son statut, ne fut jamais inquiété pour ce meurtre. Mais à partir de cette nuit-là, des événements étranges commencèrent à se produire dans la rue. Des habitants rapportèrent entendre des chants plaintifs dans l'obscurité, comme si une voix spectrale continuait de hanter les lieux. Certains affirmèrent avoir aperçu une silhouette pâle, vêtue d'une robe de choriste, déambulant silencieusement avant de disparaître dans les ombres. Au fil des siècles, la légende du fantôme d'Étienne se transmit de génération en génération. Des témoignages modernes continuent d'alimenter le mystère. Un chauffeur de taxi, ayant déposé un client tard dans la rue,
raconta avoir vu un homme immobile, debout au centre de la voie. Lorsqu'il s'approcha pour lui demander s'il avait besoin d'aide, l'homme tourna la tête, révélant un visage spectral, blême et déformé par la douleur. En un instant, il disparut, laissant derrière lui une brume légère qui sembla s'évaporer dans le vent. D'autres récits parlent d'une sensation glaciale qui saisit ceux qui traversent la rue des Chantres à certaines heures. Les lampadaires, bien que modernes, vacillent parfois sans raison apparente, plongeant brièvement la rue dans une obscurité totale. Des riverains disent entendre des pas ou des soupirs juste derrière eux, alors qu'ils sont seuls. Une vieille habitante affirma même qu'un soir, en regardant par sa fenêtre, elle vit un homme qui semblait chanter, les bras tendus vers le ciel, avant de s'évanouir comme une ombre. Les guides touristiques évitent souvent d'évoquer cette histoire, préférant s'attarder sur la beauté architecturale de la rue et ses liens avec Notre-Dame. Mais pour les amateurs de mystère, la rue des Chantres est devenue un lieu incontournable, où les légendes se mêlent à la réalité. Si vous avez le courage de visiter la rue des Chantres une nuit d'hiver, vous pourriez entendre cette voix lointaine, triste et pure, qui semble s'élever dans le silence. Et si vous croisez une silhouette solitaire, ne tentez pas de la suivre, elle pourrait bien vous conduire dans un autre monde, celui où repose le fantôme d'un amour brisé. Dans le quartier de Pigalle, connu pour son ambiance bohème et ses cabarets légendaires, une maison attire l'attention pour des raisons bien plus sombres. Située au 1 avenue Frochot, cette demeure discrète, entourée d'une grille de fer forgé, est au cœur de l'une des histoires les plus troublantes de Paris. Depuis des décennies, elle est réputée pour être hantée, et les récits sur ce qui s'y serait passé font frémir les habitants du quartier. La maison date du VIe siècle, construite à une époque où Pigalle était encore un quartier calme et résidentiel. Elle fut d'abord la propriété d'un riche entrepreneur, Pierre de Harel, qui y vécut avec sa famille. Mais en 1892, un drame bouleversa la vie de ses occupants. Un soir, Pierre, connu pour son tempérament colérique, assassina sa femme et sa fille lors d'une violente dispute. Pris de remords, il se pendit dans le salon principal, laissant la maison baignée dans le sang et le désespoir. Depuis ce jour, des phénomènes étranges commencèrent à se manifester. Les propriétaires suivants rapportèrent des bruits inexplicables, comme des pleurs d'enfants ou des chuchotements dans les couloirs. Certains disaient que des ombres se déplaçaient d'une pièce à l'autre, bien qu'il n'y ait personne dans la maison. Les habitants ressentaient souvent une oppression inexpliquée, un poids invisible qui rendait la vie quotidienne insupportable. Après une série de déménagements précipités, la maison gagna la réputation d'être maudite. Au début du XIe siècle, elle fut achetée par un célèbre peintre, Gustave Courtois, attiré par le charme de l'architecture et indifférent aux rumeurs. Mais lui aussi fut rapidement confronté à des événements inexplicables. Gustave rapporta avoir vu une femme en robe blanche apparaître dans le salon où Pierre de Harel s'était suicidé. La silhouette restait immobile, le regard vide, avant de disparaître sans laisser de traces. Il affirma également que son chevalet tombait régulièrement sans raison et que ses pinceaux étaient déplacés pendant la nuit. Les années passèrent, et la maison continua de changer de propriétaire. Durant les années 1930, elle devint un lieu de réunion secrète pour des artistes et écrivains parisiens, attirés par son aura mystérieuse. Pourtant, même ces esprits libres furent témoins d'événements troublants. L'un des écrivains, Victor Asmar, décrivit une nuit où il sentit une main froide se poser sur son épaule alors qu'il était seul dans la maison. En se retournant, il ne trouva que le vide. Le clou de l'histoire survint dans les années 1950, lorsqu'un couple de jeunes mariés décida de rénover la maison pour y fonder une famille. Ils firent d'importants travaux, mais les phénomènes paranormaux semblèrent s'intensifier. Le mari, sceptique, entendit un jour des cris de femmes provenant de la cave. En descendant pour vérifier, il découvrit une vieille chaise en bois renversée et des traces de griffures sur le mur, comme si quelqu'un avait essayé de s'échapper. La femme, terrorisée, finit par quitter la maison, affirmant que l'endroit était possédé par une souffrance ancienne. Aujourd'hui, la maison est fermée au public, et peu de gens s'y aventurent. Elle est souvent vide, bien que certains prétendent l'avoir vue illuminer la nuit, comme si quelqu'un y habitait. Les voisins rapportent parfois entendre des bruits de pas ou des portes qui claquent, bien que l'endroit soit officiellement inoccupé. Des amateurs de paranormal ont tenté d'y entrer pour capturer des preuves,
mais la plupart affirment avoir ressenti une peur intense, une force invisible les poussant à sortir. La maison du 1 avenue Frochot reste un mystère. Est-elle réellement hantée par les âmes tourmentées de Pierre de Harel et de sa famille? Ou est-ce l'imagination collective qui a donné naissance à ces récits terrifiants? Quoi qu'il en soit, elle est devenue un symbole du Paris macabre, une légende urbaine vivante qui continue d'intriguer et d'effrayer. Si un jour vous passez devant cette maison, prenez un moment pour observer ses fenêtres, peut-être y apercevrez-vous une silhouette blanche. Mais soyez prudents, il se pourrait que ce ne soit pas une simple illusion. L'Opéra Garnier est sans doute l'un des joyaux architecturaux de Paris, un temple de la musique et de la danse. Mais derrière ces dorures, ces lustres éclatants et ces marbres somptueux se cache une légende qui a traversé les générations, celle du fantôme de l'opéra. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette histoire n'est pas née uniquement de l'imagination de Gaston Leroux dans son célèbre roman. Elle trouve ses racines dans des récits bien plus anciens. Tout commence en 1873, peu après la construction de l'édifice. L'Opéra Garnier a été bâti sur un terrain complexe, en raison des nappes souterraines qui rendent le sol instable. Une immense citerne a été construite sous le bâtiment pour stabiliser les fondations, et c'est dans ces profondeurs humides que l'on dit que l'histoire du fantôme a pris vie. À cette époque, on raconte qu'un jeune musicien, talentueux mais sévèrement brûlé lors d'un incendie dans un ancien théâtre parisien, aurait trouvé refuge dans ces souterrains. Défiguré et rejeté par la société, il aurait décidé de se cacher du monde, vivant parmi les ombres. Le musicien, qu'on appela plus tard Éric dans la littérature, aurait continué à composer dans le secret, écoutant les répétitions des artistes depuis son repère. Certains employés de l'opéra affirmaient entendre des mélodies étranges venant des profondeurs, comme si un orchestre fantôme jouait à minuit. Les directeurs, quant à eux, recevaient régulièrement des lettres écrites d'une main tremblante, exigeant que certaines loges restent inoccupées ou que des œuvres spécifiques soient programmées, sous peine de terribles représailles. Les incidents se multiplièrent. Un soir, un machiniste tomba mystérieusement des coulisses et mourut sur le coup. Les témoins de la scène jurèrent avoir vu une silhouette sombre disparaître dans les ombres juste après l'accident. Une autre fois, un immense lustre s'effondra au beau milieu d'une représentation, causant la mort d'une spectatrice et semant la panique dans la salle. Ces événements furent attribués à un esprit vengeur, et bientôt, les rumeurs d'un fantôme hantant l'opéra se répandirent comme une traînée de poudre. Mais la légende ne s'arrête pas là. Une jeune soprano, que nous appellerons Christine pour rester fidèle au récit populaire, aurait été approchée par cet être mystérieux. Elle rapporta qu'une voix, douce mais autoritaire, lui murmurait des conseils musicaux dans sa loge, comme si elle venait des murs eux-mêmes. Certains disaient que cette voix appartenait à un ange gardien, d'autres qu'il s'agissait du fantôme cherchant à faire d'elle une étoile. Christine aurait même été enlevée par ce dernier et conduite dans son repère souterrain, où il lui aurait révélé son visage déformé, à moitié masqué. La jeune femme, selon les récits, aurait été déchirée entre la terreur et une étrange fascination pour ce personnage hors du commun. La vérité de cet épisode reste floue, mais une chose est certaine, le mystère du fantôme s'est enraciné dans les murs de l'Opéra Garnier. Aujourd'hui encore, certains employés affirment entendre des bruits inexplicables dans les couloirs. Des portes qui claquent sans raison, des murmures dans les loges vides, ou encore des ombres furtives qui semblent glisser sur les balcons. Les visiteurs les plus téméraires osent descendre dans les sous-sols, là où les eaux stagnantes de la citerne créent une atmosphère irréelle. Beaucoup disent ressentir une présence, comme si un regard les suivait dans l'obscurité. Le fantôme de l'Opéra Garnier est bien plus qu'une légende. C'est un écho des blessures invisibles d'un homme oublié, un murmure d'art et de douleur qui traverse le temps. Alors, si vous assistez à une représentation dans ce lieu emblématique, jetez un œil aux loges supérieures ou écoutez attentivement entre deux silences. Peut-être entendrez-vous la voix du fantôme, toujours fidèle à son opéra. La rue de la Tonnellerie, disparue au début du XX siècle lors des grands travaux de modernisation de Paris, était autrefois une petite voie sombre située dans le quartier des Halles. En dépit de son nom évoquant les artisans du bois et des tonneaux, cette rue est surtout célèbre pour une légende qui a traversé les âges, celle du spectre qui entrait ses pavés. L'histoire commence au XVIIe siècle,
lorsque Paris était encore une ville aux ruelles étroites et mal éclairées. La rue de la Tonnellerie était un lieu de passage pour les marchands et les ouvriers qui travaillaient aux halles, mais elle était aussi réputée pour ses coins malfamés, ses cabarets douteux et ses rixes fréquentes. Un soir d'hiver glacial, un marchand de vin du nom de Jean Vallon, connu pour sa richesse et son avarice, traversait la rue en portant une lourde bourse remplie de pièces d'or. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'un groupe de bandits l'attendait dans l'ombre. Les voleurs l'attaquèrent sauvagement, le battant à mort avant de s'emparer de sa bourse. Pour effacer toute trace de leur crime, ils traînèrent son corps jusqu'à une cave abandonnée, située sous une vieille maison de la rue. Là, ils cachèrent le cadavre, pensant que personne ne le trouverait. Mais l'histoire prit une tournure étrange. Quelques jours après le meurtre, des habitants commencèrent à signaler des phénomènes troublants. La nuit, des cris étouffés se faisaient entendre dans la rue, comme si une voix appelait à l'aide. Certains rapportaient avoir vu une silhouette sombre marcher lentement sous les faibles lueurs des lanternes, avant de disparaître brusquement. D'autres racontaient qu'un froid glacial les saisissait lorsqu'ils passaient devant la maison où Jean Vallon avait été dissimulé. Ces témoignages, bien que pris à la légère au départ, devinrent de plus en plus nombreux et précis. Un an après le meurtre, la maison fut vendue à un nouveau propriétaire, un charpentier nommé Michel Lemoine. Dès son arrivée, Michel fut confronté à des événements inexplicables. La nuit, il entendait des bruits de pas lourds dans les escaliers, alors que personne ne s'y trouvait. Des objets disparaissaient mystérieusement, pour réapparaître à des endroits improbables. Le plus troublant survint un soir où Michel travaillait tard dans son atelier, il vit une silhouette noire traverser la pièce, s'arrêter devant lui, puis disparaître dans un souffle glacé. Terrorisé, Michel consulta un prêtre, qui bénit la maison et les lieux alentours. Mais les phénomènes ne cessèrent pas pour autant. Au contraire, ils semblèrent s'intensifier. Les voisins commencèrent à fuir le quartier, affirmant que le spectre hantait non seulement la maison, mais toute la rue. On disait que Jean Vallon cherchait à se venger de ses assassins ou à retrouver sa bourse d'or volée. Au fil des siècles, la légende continua de grandir. Les rares habitants qui osaient encore vivre dans cette rue rapportaient des visions du spectre. On décrivait une silhouette sombre et immatérielle, les yeux brillants d'une lumière pâle, et une cape flottant derrière lui comme si elle était portée par un vent invisible. Les passants affirmaient que la présence du spectre s'accompagnait d'un silence total, comme si le monde entier retenait son souffle. Avec les transformations du quartier des Halles au début du XX siècle, la rue de la Tonnellerie fut détruite. Mais même après sa disparition, certains anciens du quartier juraient que l'esprit de Jean Vallon continuait de hanter la zone. Des travailleurs nocturnes affirmaient entendre des bruits étranges ou sentir un courant d'air glacé lorsqu'ils passaient à proximité des anciens emplacements de la rue. Aujourd'hui, la rue de la Tonnellerie n'existe plus, remplacée par de larges avenues et des bâtiments modernes. Pourtant, la légende perdure, transmise de génération en génération. Certains amateurs d'histoire et de paranormal explorent encore les sous-sols de ce quartier, espérant trouver la cave où Jean Vallon aurait été caché. D'autres prétendent qu'à certains moments, au milieu de la nuit, on peut encore entendre les pas lourds du spectre, marchant inlassablement sur un chemin qui n'existe plus. Alors, si vous vous trouvez un soir dans le quartier des Halles, écoutez attentivement. Peut-être entendrez-vous ce murmure lointain, ce cri étouffé venant d'un passé oublié, rappelant que certaines injustices ne trouvent jamais le repos. La rue Courtalon, une petite voie discrète située près du quartier des Halles à Paris, a longtemps été enveloppée de mystères. Aujourd'hui oubliée par la plupart des Parisiens, cette rue fut autrefois le théâtre de disparitions troublantes qui ont laissé derrière elles des récits mêlant faits réels et légendes effrayantes. L'histoire remonte au VI siècle, une époque où Paris était en pleine transformation sous le règne de Napoléon III. La rue Courtalon, bien que modeste, était un passage prisé par les marchands et les habitants du quartier, reliant des points stratégiques de la ville. Pourtant, au fil des ans, des rumeurs inquiétantes commencèrent à circuler, des personnes qui empruntaient cette rue la nuit ne rentraient jamais chez elles. Les premières disparitions furent rapportées vers 1820. Un jeune étudiant en architecture, Pierre Mauclerc, fut aperçu pour la dernière fois quittant un café non loin de la rue. On suppose qu'il aurait emprunté Courtalon pour gagner du temps, mais il ne parvint jamais à destination. Quelques jours plus tard,
ses proches retrouvèrent son chapeau abandonné au milieu de la rue, sans aucune trace de lui. Puis, une couturière du quartier, habituée à passer par Courtalon en rentrant de son atelier, disparut à son tour. Une simple aiguille à coudre fut retrouvée, plantée dans le bois d'une porte, comme si elle avait été laissée là en guise d'avertissement. Au fur et à mesure que les disparitions s'accumulaient, la peur s'empara des habitants. Certains évitaient de passer par la rue la nuit, d'autres affirmaient avoir vu des ombres se mouvoir étrangement sous la faible lumière des lampes à huile. Les superstitions prirent le dessus, et on commença à murmurer que la rue était maudite. Une rumeur particulièrement persistante racontait que la rue Courtalon avait été construite sur un ancien cimetière médiéval et que les âmes des morts s'y réveillaient pour entraîner les vivants dans leur royaume. Les autorités, pressées par l'inquiétude croissante des habitants, envoyèrent des policiers patrouiller la zone. Mais ces derniers n'apportèrent aucune réponse satisfaisante. Certains agents rapportèrent eux-mêmes des incidents étranges, des bruits de pas derrière eux dans une rue vide, des souffles glacés dans l'air immobile, et même une silhouette encapuchonnée qui disparaissait dès qu'on tentait de l'approcher. En 1847, un événement marqua durablement la légende de la rue Courtalon. Un jeune homme nommé Antoine Lefebvre, fils d'un commerçant, décida de défier les rumeurs pour impressionner ses amis. Lors d'une soirée arrosée, il déclara qu'il traverserait la rue seul, à minuit, et reviendrait prouver que tout cela n'était que superstition. Ses amis, rieurs mais nerveux, acceptèrent de l'attendre à l'autre bout de la rue. Antoine entra dans Courtalon, une lanterne à la main. Mais il n'arriva jamais à l'autre extrémité. Le lendemain, la lanterne d'Antoine fut retrouvée éteinte, posée au sol, mais aucun signe du jeune homme. Les recherches s'intensifièrent, et la police fouilla chaque recoin de la rue et des bâtiments alentours. Mais il semblait s'être évaporé. Cet incident renforça la réputation sinistre de la rue, et les habitants commencèrent à éviter Courtalon même en plein jour. Avec le temps, les disparitions cessèrent, mais la rue conserva son aura de mystère. Certains racontèrent que la fin des disparitions était due à une bénédiction donnée par un prêtre local, qui aurait exorcisé la rue de ses forces maléfiques. D'autres prétendirent que le phénomène s'était simplement déplacé ailleurs, laissant Courtalon en paix mais condamnant un autre coin de Paris à la peur. Aujourd'hui, la rue Courtalon est encore visible, bien que banalisée par les aménagements modernes. Mais si vous passez par là à la tombée de la nuit, vous pourriez ressentir une légère tension, comme si l'air était plus dense. Les amateurs de paranormal continuent de visiter l'endroit, espérant capter des traces des disparitions. Certains affirment avoir vu des ombres fugitives ou entendu des murmures dans le silence. Les plus téméraires osent même s'y promener seuls, à minuit, comme l'a fait Antoine Lefebvre. Mais tous ne reviennent pas avec des réponses, et la rue Courtalon conserve jalousement ses secrets. Si vous êtes curieux et que vous passez près de cette rue, prenez garde. On dit que les disparitions peuvent recommencer à tout moment. Et si vous entendez un pas qui ne semble pas être le vôtre, mieux vaut ne pas attendre pour vérifier. L'histoire de l'homme rouge des Tuileries est l'une des plus anciennes et des plus effrayantes légendes de Paris. Ce spectre, qui aurait hanté les jardins et le palais des Tuileries pendant plusieurs siècles, est souvent décrit comme un petit homme vêtu d'un manteau rouge sang, capable d'apparaître sans crier gare pour annoncer les plus grands malheurs. Son origine remonte à l'époque de Catherine de Médicis, et son histoire est aussi fascinante que terrifiante. Catherine de Médicis, célèbre reine de France, avait fait construire le palais des Tuileries en 1564. Cette femme de pouvoir, connue pour son intérêt pour l'astrologie et les pratiques ésotériques, était également réputée pour son caractère impitoyable. Parmi ses serviteurs, on comptait un homme du nom de Jean l'Écorcheur, un ancien bourreau devenu l'un de ses agents secrets. Cet homme, au service des intrigues de la reine, aurait été chargé de nombreuses missions douteuses, comme faire disparaître les ennemis de Catherine ou éliminer discrètement ceux qui se dressaient contre elle. Un jour, selon la légende, Jean aurait découvert des informations compromettantes sur sa maîtresse, peut-être des secrets liés à ses pratiques occultes. Craignant qu'il ne divulgue ces informations, Catherine aurait ordonné son assassinat. Jean l'Écorcheur fut tué dans une ruelle sombre, et son corps fut enterré clandestinement dans les jardins des Tuileries pour éviter tout scandale. Mais ce qui semblait être la fin de Jean était en réalité le début de son histoire en tant qu'esprit vengeur. Peu de temps après sa mort,
des gardes du palais commencèrent à signaler l'apparition d'un petit homme vêtu d'un manteau rouge, errant dans les jardins au milieu de la nuit. Ce spectre, selon leur description, semblait les observer d'un regard perçant avant de disparaître dans les ombres. Plus troublant encore, chaque fois que l'homme rouge était vu, un malheur frappait la cour royale ou la ville de Paris. La première grande tragédie associée à ce fantôme survint en 1572, lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Quelques jours avant cet événement sanglant, plusieurs témoins affirmèrent avoir vu l'homme rouge rôder autour des Tuileries, comme s'il annonçait l'effusion de sang à venir. Par la suite, chaque souverain ayant résidé aux Tuileries rapporta des rencontres troublantes avec cet esprit. Napoléon Bonaparte, lui aussi, aurait croisé la route de l'homme rouge. On raconte qu'avant sa défaite à Waterloo, il vit une silhouette rouge dans les jardins, qui le fixa un long moment avant de disparaître. Certains disent que ce fut un mauvais présage qui le marqua profondément. Même Louis XVI et Marie-Antoinette auraient aperçu le fantôme avant les événements qui menèrent à la Révolution française et à leur propre mort tragique. Avec la destruction du palais des Tuileries en 1871, beaucoup pensèrent que l'homme rouge disparaîtrait à jamais. Pourtant, des promeneurs continuèrent à signaler des apparitions mystérieuses dans les jardins. Certains disent l'avoir vu au crépuscule, entre les arbres, observant les passants d'un regard fixe. D'autres prétendent qu'il hante encore les vestiges du palais, particulièrement les nuits où le ciel est rouge comme le sang. Aujourd'hui, les jardins des Tuileries sont un lieu prisé des Parisiens et des touristes, un espace paisible au cœur de la ville. Mais si vous vous y promenez à la tombée de la nuit, ouvrez l'œil. Peut-être croiserez-vous cette silhouette en manteau rouge, figée entre deux époques, toujours là pour nous rappeler que l'histoire est pleine de secrets et de tragédies inexpliquées. Que feriez-vous si, au détour d'un chemin, une telle figure venait vous regarder droit dans les yeux? En plein cœur de Paris, la tour Saint-Jacques s'élève majestueusement au milieu d'un petit square, vestige solitaire de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, détruite à la Révolution. Ce monument gothique, bien que célèbre pour sa beauté et son histoire, est également au centre d'une légende sombre et troublante, celle du fantôme qui entrait ses hauteurs. La tour Saint-Jacques a une longue histoire, remontant au XVIe siècle, lorsqu'elle servait de clocher à l'église. Mais c'est au XVIIIe siècle que son mystère aurait pris racine. À cette époque, un alchimiste nommé Nicolas Flamel, passionné par la quête de la pierre philosophale, aurait été obsédé par cette tour. Bien que mort depuis des siècles, ses recherches auraient laissé des traces mystérieuses sur le site. Certains croyaient que Flamel avait caché un secret dans les murs de la tour, un secret que seuls les élus pourraient découvrir. La légende du fantôme commence véritablement pendant la Révolution française, lorsque l'église Saint-Jacques-la-Boucherie fut détruite et ses prêtres persécutés. Parmi eux se trouvait un jeune abbé, Louis d'Artois, connu pour son dévouement à sa paroisse. Lorsqu'il apprit que les révolutionnaires allaient détruire son église, il monta dans la tour pour y protéger les reliques sacrées, espérant les mettre à l'abri. Mais il fut trahi par un des siens et capturé. Les révolutionnaires, dans leur rage, décidèrent de faire un exemple de Louis. Ils le jetèrent du sommet de la tour. Son corps s'écrasa sur les pavés en contrebas, mais les témoins de la scène racontèrent quelque chose d'étrange. Au moment de sa chute, une ombre aurait semblé s'élever vers le ciel, comme si son esprit quittait la terre à jamais. Depuis ce jour, des récits de phénomènes étranges ont circulé autour de la tour. Les passants affirment souvent voir une silhouette sombre apparaître au sommet, même lorsque la tour est fermée. Cette figure, immobile, semble observer la ville, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Certains disent qu'il s'agit de l'âme tourmentée de l'abbé Louis, condamné à errer pour avoir échoué à protéger son église. Mais d'autres histoires viennent compliquer la légende. Certains alchimistes modernes et amateurs de mystère prétendent que le fantôme n'est pas celui de l'abbé, mais une manifestation de l'énergie résiduelle des expériences occultes menées dans la tour. Des ouvriers qui restauraient le monument au VIe siècle rapportèrent des sensations inexplicables, des objets qui bougeaient seuls, des bruits de pas sur les escaliers alors qu'ils étaient les seuls présents, et même des chuchotements dans une langue inconnue. Un des récits les plus troublants date de 1932, lorsque la tour fut ouverte au public pour une série de visites guidées. Lors d'une de ces visites, une jeune femme s'effondra soudainement en criant qu'elle avait vu un homme en robe noire qui la fixait depuis un coin sombre de la tour.
Lorsque le guide et les visiteurs regardèrent dans la direction qu'elle montrait, il n'y avait rien. La femme, bouleversée, refusa de remonter la tour, affirmant qu'elle avait senti une présence glaciale tout autour d'elle. Des recherches menées dans les archives ont révélé que des exécutions sommaires avaient été effectuées à proximité de la tour pendant la Révolution. Certains corps auraient été jetés dans les sous-sols ou enterrés sommairement dans le square qui entoure aujourd'hui le monument. Ces âmes, selon certains, n'auraient jamais trouvé le repos. Aujourd'hui, la tour Saint-Jacques attire des visiteurs du monde entier, fascinés par son architecture et sa vue panoramique. Mais peu de gens osent monter seuls, surtout au crépuscule. Les guides eux-mêmes racontent, à demi-mot, avoir entendu des bruits inexplicables ou vu des ombres se mouvoir à la limite de leur vision. Une guide en particulier affirme avoir senti une main invisible saisir son bras alors qu'elle montait les escaliers en fin de journée. Si vous passez un jour près de la tour Saint-Jacques, regardez bien son sommet. Peut-être apercevrez-vous cette silhouette immobile, observant Paris comme un veilleur silencieux. Et si vous ressentez un frisson ou entendez un bruit inexplicable, ne cherchez pas à comprendre. Certaines questions, surtout à Paris, sont mieux laissées sans réponse. La rue de la Harpe, située dans le quartier animé de Saint-Michel, est aujourd'hui une rue charmante et fréquentée, bordée de restaurants et de boutiques. Mais au Moyen Âge, elle était bien différente, étroite, sombre et pleine de mystères. Parmi toutes les histoires qui ont marqué cette rue, l'une d'elles est restée dans les mémoires, celle des cris et des pleurs qui résonnaient la nuit, rappelant un drame ancien et terrifiant. La légende raconte qu'au XVe siècle, un marchand du nom de Géraud vivait dans une maison au milieu de la rue de la Harpe. Géraud était respecté pour sa richesse et son sens des affaires, mais il était aussi connu pour son caractère froid et avare. Il avait une fille unique, Marguerite, une jeune femme douce et belle, qui rêvait de liberté et d'amour. Malheureusement, son père voyait en elle une simple monnaie d'échange pour accroître sa fortune. Un jour, Géraud arrangea un mariage entre Marguerite et un riche seigneur bien plus âgé qu'elle. La jeune femme, désespérée, avoua à son père qu'elle aimait un autre homme, un modeste apprenti sculpteur nommé Édouard. Géraud, furieux, interdit à sa fille de revoir Édouard et la séquestra dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle accepte ce mariage forcé. Mais Marguerite et Édouard étaient déterminés à rester ensemble. Une nuit, Édouard s'introduisit dans la maison de Géraud pour s'enfuir avec Marguerite. Le couple espérait fuir Paris et commencer une nouvelle vie loin des obligations familiales. Mais leur plan échoua tragiquement. Géraud, alerté par des bruits, les surprit en train de descendre les escaliers. Fou de rage, il s'arma d'un poignard et, dans un accès de violence, tua Édouard devant les yeux de Marguerite. Marguerite, horrifiée, tenta de s'enfuir, mais son père la retint de force. Le lendemain matin, elle fut retrouvée pendue dans sa chambre. Certains disent qu'elle s'était suicidée par désespoir, tandis que d'autres murmurent que son père l'avait tuée pour protéger son honneur. Quoi qu'il en soit, les habitants de la rue furent choqués par ce double meurtre, et la maison fut bientôt désertée. Peu après ces événements, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Les voisins rapportèrent entendre des cris perçants et des pleurs la nuit, comme si Marguerite et Édouard continuaient de revivre leur drame. Les nouveaux propriétaires de la maison ne restaient jamais longtemps, terrifiés par les bruits inexpliqués et les ombres mouvantes qu'ils voyaient dans les couloirs. Une légende naquit alors, celle des âmes tourmentées qui hantaient la rue de la Harpe, incapables de trouver le repos. Au fil des siècles, la maison fut détruite et des bâtiments modernes furent construits à sa place. Pourtant, les récits étranges continuèrent. Des passants nocturnes affirmèrent entendre des sanglots ou des murmures provenant des murs de la rue. D'autres sentirent un froid glacial lorsqu'ils passaient à proximité de l'ancien emplacement de la maison. Une vieille tradition raconte que, si vous vous trouvez dans la rue de la Harpe à minuit et que vous tendez l'oreille, vous pourriez entendre les échos de cette nuit tragique. Dans les années 1920, un étudiant en histoire, fasciné par la légende, décida d'enquêter. Il passa plusieurs nuits à arpenter la rue, espérant enregistrer des sons ou capter des phénomènes paranormaux. Un soir, il affirma avoir vu une silhouette féminine vêtue d'une robe blanche marcher doucement au milieu de la rue. Lorsqu'il tenta de s'approcher, elle disparut dans un souffle glacial, laissant derrière elle un parfum de rose fanée.
Aujourd'hui, la rue de la Harpe est animée et joyeuse, loin de l'atmosphère sombre qui l'enveloppait autrefois. Mais les vieilles légendes ont la vie dure. Certains commerçants disent encore entendre des bruits inexplicables dans leurs arrière-salles, tandis que d'autres préfèrent ne pas rester seuls tard le soir. Si vous passez par cette rue un jour, arrêtez-vous un instant. Peut-être percevrez-vous un murmure lointain, un soupir chargé de tristesse. Et si vous le faites, souvenez-vous de Marguerite et Édouard, dont l'amour tragique résonne encore à travers les siècles. L'affaire du vampire de Montparnasse est l'une des histoires les plus troublantes de Paris. Elle mêle faits réels et fascination pour le macabre, laissant une trace indélébile dans les annales criminelles de la capitale. À la fin du XVIe siècle, dans un Paris où la science et la superstition cohabitaient encore, un homme, François Bertrand, fit frémir la population en raison de ses actes abominables. On le surnomma le vampire de Montparnasse, un nom qui en dit long sur l'horreur qu'il inspira. François Bertrand était un ancien soldat, mais sous son apparence banale se cachait un esprit tourmenté et morbide. Ses crimes furent découverts presque par hasard, bien que les rumeurs sur des événements étranges dans le cimetière de Montparnasse circulaient depuis des mois. Tout commença par une série de profanations de tombes. Les gardiens du cimetière trouvaient régulièrement des sépultures ouvertes, leurs pierres tombales déplacées et les cercueils brisés. Ce qui choqua le plus, c'était l'état des cadavres. Certains avaient été mutilés, d'autres semblaient avoir été mordus ou vidés de leur sang. Les autorités pensèrent d'abord à des actes de vandalisme ou à des rituels occultes. Mais l'ampleur des profanations et leur fréquence grandissante leur firent vite comprendre qu'ils avaient affaire à un individu obsédé par les morts. L'histoire prit une tournure encore plus effrayante lorsque des témoins affirmèrent avoir aperçu une silhouette furtive errant entre les tombes à la tombée de la nuit. Ils décrivirent un homme pâle, aux gestes précipités, qui semblait disparaître comme une ombre lorsqu'il était suivi. Le cimetière de Montparnasse, connu pour son calme et sa beauté mélancolique, devint soudain un lieu de peur. Les habitants du quartier évitaient de passer à proximité une fois la nuit tombée. Les patrouilles de police furent renforcées, mais l'inconnu, rusé et insaisissable, continuait ses méfaits. Ce n'est que par un coup du sort qu'il fut finalement arrêté. Un soir, un gardien du cimetière, décidé à résoudre le mystère, s'embusqua derrière une rangée de cyprès. Il aperçut un homme en train d'ouvrir une tombe fraîchement scellée. L'homme semblait possédé, agissant avec une frénésie presque animale. Le gardien alerta les forces de l'ordre, qui parvinrent à l'arrêter après une brève poursuite. L'homme fut identifié comme François Bertrand. Lors de son procès, Bertrand fit des aveux qui glacèrent le sang du tribunal et des spectateurs. Il expliqua qu'il était habité par une pulsion irrésistible de déterrer les morts. Mais ce qui horrifia le plus, ce furent les détails de ses actes. Bertrand avoua qu'il ressentait un besoin dévorant de mutiler les cadavres et, parfois, de boire leur sang. Il décrivit cela comme une addiction contre laquelle il était impuissant. Son comportement et ses aveux alimentèrent la presse, qui le surnomma le vampire de Montparnasse. Les journaux relatèrent ses crimes avec un mélange de fascination et de répulsion, et le public, horrifié, se rua pour lire chaque nouveau détail. Certains psychiatres de l'époque tentèrent d'analyser son cas, avançant des théories sur une possible maladie mentale ou un dérèglement nerveux. Mais dans l'imaginaire collectif, Bertrand resta un monstre, une incarnation vivante des légendes vampiriques qui effrayaient déjà l'Europe. Après son procès, Bertrand fut condamné à une peine de prison. Cependant, son histoire laissa une trace indélébile. Les profanations cessèrent, mais la peur demeura. Le cimetière de Montparnasse, pourtant si paisible, resta longtemps associé à ce sordide chapitre de l'histoire parisienne. Aujourd'hui encore, certains visiteurs disent ressentir un malaise en s'y promenant la nuit. Les légendes ajoutent que, les soirs de pleine lune, une ombre silencieuse peut être aperçue errant parmi les tombes, comme si le vampire de Montparnasse cherchait encore sa proie. Cette histoire, bien que tragique, est devenue l'un des récits les plus emblématiques du Paris macabre. Si vous passez par le cimetière un jour, souvenez-vous que, sous ces pierres tombales, reposent non seulement les morts, mais aussi les secrets d'un passé parfois effrayant. Le château de Versailles, avec sa splendeur et son histoire riche, est sans doute l'un des lieux les plus emblématiques de France.
Mais derrière ces jardins parfaitement taillés, ces galeries d'or et de cristal, se cache une facette bien plus sombre. Plusieurs récits d'apparitions et de phénomènes étranges y ont été rapportés, au point que certains disent que Versailles est hanté par les esprits de son passé tumultueux. Le cas le plus célèbre remonte au début du XX siècle, en 1901, lorsque deux femmes anglaises, Charlotte Anne Moberly et Éléanore Jourdain, firent une visite à Versailles. Enseignantes de renom et rationnelles, elles n'avaient rien de chasseuses de fantômes. Pourtant, ce qu'elles vécurent ce jour-là reste encore un mystère. Les deux femmes se promenaient dans les jardins, cherchant le petit Trianon, lorsqu'elles remarquèrent que l'ambiance semblait changer. Le ciel, bien que clair quelques instants auparavant, s'assombrit légèrement, et un silence pesant s'installa. En avançant, elles croisèrent des personnes vêtues de costumes du XVIIIe siècle. Une femme, assise sur un tabouret près d'un bâtiment, dessinait quelque chose sur un parchemin. Les deux enseignantes notèrent que ses vêtements étaient d'un style ancien, mais ce qui les troubla le plus fut son visage. Elle avait un regard fixe, presque vide, qui leur inspira un malaise profond. En poursuivant leur chemin, elles croisèrent d'autres personnages étranges, dont un homme en uniforme qui leur indiqua la direction du petit Trianon. Mais une fois arrivés, tout semblait normal, et les gens étaient habillés de manière contemporaine. Rentrant à leur hôtel, les deux femmes restèrent perplexes, convaincues qu'elles avaient assisté à une sorte de réminiscence historique. Elles publièrent leur récit dans un livre intitulé En Aventure, qui devint rapidement célèbre. Bien que beaucoup aient tenté d'expliquer leur expérience comme une illusion ou une mise en scène, les détails précis et cohérents de leurs témoignages continuent d'intriguer les historiens et les amateurs de paranormal. Mais ce ne sont pas les seules histoires troublantes de Versailles. Des gardiens du château ont rapporté avoir vu des silhouettes errer dans la galerie des glaces, où les grands événements de la monarchie se sont déroulés. Certains ont entendu des pas précipités ou des rires étouffés lorsque le château était fermé au public. Une femme de ménage, travaillant tard dans l'une des salles royales, affirma avoir vu une figure majestueuse vêtue d'une robe de cour, qu'elle identifia plus tard comme ressemblant à Marie-Antoinette. Les jardins, eux aussi, regorgent de récits étranges. Une légende populaire raconte que les nuits de pleine lune, les statues semblent s'animer, leurs ombres se déplaçant indépendamment de la lumière. Certains jardiniers disent avoir entendu des musiques lointaines, comme des airs de clavecin, émanant des bosquets où se déroulaient autrefois des fêtes somptueuses. Un autre témoignage célèbre provient d'un visiteur nocturne qui participait à une soirée privée dans le parc. Alors qu'il s'éloignait des autres invités pour admirer les fontaines, il aperçut un homme en perruque blanche et en habit de cour, semblant marcher vers lui. Intrigué, il tenta de le saluer, mais l'homme disparut soudainement dans l'obscurité. L'incident le laissa troublé, car il jura que la silhouette avait l'air aussi réelle qu'un être humain. Certains attribuent ces phénomènes à l'histoire tragique de Versailles, témoin de tant de faste mais aussi de tant de douleur. Les intrigues politiques, les exécutions, et la chute de la monarchie ont marqué ces murs d'une énergie que certains considèrent comme imprégnée dans le lieu. La mort brutale de figures emblématiques comme Louis XVI et Marie-Antoinette, ainsi que les souffrances des courtisans déchus, pourraient expliquer pourquoi certaines âmes errent encore ici. Aujourd'hui, les visiteurs affluent pour admirer la magnificence de Versailles, mais ceux qui s'attardent après la fermeture des grilles vous diront qu'une autre ambiance s'installe. Les couloirs prennent une tonalité étrange, les reflets dans les miroirs semblent plus vifs, et un silence presque oppressant enveloppe le château. Si vous osez explorer Versailles à la tombée de la nuit, peut-être aurez-vous la chance ou la malchance de croiser ces ombres du passé. Alors, la prochaine fois que vous admirez les dorures de la galerie des glaces ou que vous vous perdez dans les bosquets royaux, souvenez-vous que Versailles n'est pas seulement un lieu de splendeur. C'est aussi un lieu chargé de mémoire, où les esprits du passé pourraient encore rôder, invisibles mais toujours présents. Le métro de Paris, avec ses 220 km de tunnels, transporte des millions de passagers chaque jour. Mais ce réseau complexe abrite aussi des mystères que peu de gens connaissent, les stations fantômes. Ces arrêts, abandonnés ou jamais ouverts au public, suscitent une fascination teintée d'effroi. On dit que ces lieux oubliés, plongés dans une obscurité permanente, sont le théâtre de phénomènes étranges et d'histoires troublantes. Parmi ces stations, l'une des plus célèbres est la station Porte Molitor, située entre les lignes 9 et 10. Construite dans les années 1920,
cette station n'a jamais été ouverte au public. Officiellement, elle devait desservir le stade Jean-Bouin, mais des problèmes techniques et financiers ont empêché son ouverture. Aujourd'hui, elle est totalement isolée, accessible uniquement par des tunnels désaffectés. Les rares employés du métro qui y pénètrent parlent d'une atmosphère oppressante, comme si l'air lui-même était chargé de souvenirs oubliés. Une autre station, Saint-Martin, est peut-être la plus chargée en récits inquiétants. Fermée depuis 1939, elle a servi de refuge pour les sans-abri pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais selon certains témoignages, la station serait hantée. Des agents RATP rapportent avoir entendu des bruits de pas dans les couloirs déserts ou des murmures provenant des tunnels. L'un des récits les plus troublants parle d'une silhouette vêtue d'un long manteau, visible au bout du quai. Ceux qui l'ont vue affirment qu'elle disparaît dès qu'on tente de s'approcher. La station Croix-Rouge, sur la ligne 10, a été fermée en 1939 pour des raisons économiques, mais elle a acquis une sinistre réputation. Lors de travaux de maintenance dans les années 1970, des ouvriers auraient découvert des inscriptions étranges sur les murs, comme des symboles occultes tracés à la craie. Plus troublant encore, certains racontent que des rires résonnaient dans la station, alors qu'elle était censée être vide. Ces récits ont alimenté des légendes selon lesquelles des rituels clandestins auraient eu lieu dans ces lieux désertés. Les stations fantômes ne sont pas seulement des lieux de curiosité pour les amateurs d'urbex, exploration urbaine, elles sont aussi devenues des sources de fascination pour les chasseurs de paranormal. Certaines légendes prétendent que les tunnels du métro seraient construits sur d'anciens cimetières oubliés, notamment près de Châtelet et Saint-Michel. Les travailleurs de nuit affirment parfois sentir des courants d'air glaciaux ou entendre des sons inexplicables, comme des voix étouffées ou des coups contre les parois des tunnels. Le cas le plus intrigant reste celui d'une station mystérieuse, non répertoriée sur les cartes officielles. Selon la légende, cette station, surnommée la Station Zéro, n'apparaît sur aucun plan et serait accessible uniquement par un chemin complexe. Ceux qui prétendent l'avoir trouvée parlent d'un lieu angoissant, avec des bancs couverts de poussière et des affiches publicitaires datant des années 1940. Mais le détail le plus perturbant est la rumeur selon laquelle le temps s'y comporterait de manière étrange, les montres se dérèglent, et certains explorateurs disent avoir eu l'impression d'y passer des heures alors qu'ils n'étaient partis que quelques minutes. La RATP ne confirme ni ne dément ces récits, mais l'entreprise admet que le réseau regorge de secrets. En 2004, une équipe de maintenance aurait découvert une salle entièrement aménagée dans un tunnel désaffecté, avec des fauteuils, un bar et un système de projection de films. Ce qui inquiéta le plus les autorités, c'est que cette salle semblait encore utilisée, mais ses occupants n'ont jamais été identifiés. Aujourd'hui, les stations fantômes continuent de fasciner. Des visites guidées exclusives permettent parfois d'explorer certaines d'entre elles, mais beaucoup restent inaccessibles au public. Et pour les plus courageux, il reste l'imaginaire. Chaque fois que le métro ralentit ou s'arrête dans un tunnel sombre, vous pouvez vous demander si vous n'êtes pas tout près de l'une de ces stations oubliées. Peut-être ressentirez-vous un frisson en passant devant une porte murée ou une ouverture dissimulée. Et si jamais vous entendez un son étrange dans le silence du tunnel, gardez à l'esprit que certaines légendes ont une part de vérité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.